Hello! Si vous êtes afropreneur et que vous voulez développer votre entreprise ou si vous voulez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale, alors je vous dis bienvenue au podcast du village de l'afroprenariat. Je m'appelle Blériot Checo et je suis afropreneur au sein d'Aperaf, une foodtech spécialisée dans la cuisine africaine. J'espère que vous allez aimer cet épisode, j'espère que vous allez apprendre au moins un enseignement et si c'est le cas, je vous invite à partager, liker et commenter. Alors c'est parti, bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au podcast du village de l'afroprenariat. Aujourd'hui, je reçois Olivier Bossa. C'est la deuxième partie de l'épisode qu'on a tourné la semaine dernière. Donc, si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite à écouter l'épisode précédent où Olivier a parlé de son parcours. Olivier a parlé également du SIAD. Et dans cette partie, je reçois Olivier pour Résonance Nord-Sud, qui est un incubateur qui accompagne la diaspora à entreprendre. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Comment tu vas? Ça va. Ça va toujours aussi bien? Toujours aussi bien. Merci de me recevoir à nouveau pour cet épisode 2. Oui, c'est ça. Donc là, on va, après la première partie où tu as vraiment détaillé ton parcours, donc je vous invite encore à aller écouter. On a parlé pas mal du SIAD. Le SIAD, je t'invite à nous rappeler rapidement quand même Alors, donc, très rapidement, le SIAD, donc Service international d'appui au développement, une ONG française qui a été créée il y a 32 ans. Donc, on accompagne des projets en Afrique et aussi des projets portés par la diaspora. Donc on a deux aujourd'hui thématiques phares, c'est l'entrepreneuriat diaspora, l'entrepreneuriat durable et en Afrique. Voilà. Ok, et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que vous avez créé le SIAD, le SIAD, Résonance tout à fait, l'incubateur. Tout à fait, donc c'est pour accompagner l'entrepreneuriat de diaspora qu'on a créé Résonance. En fait, la création de Résonance fait suite à un certain nombre, je vais dire, d'éléments, a fait suite à un certain nombre de constats, ce que je vais dire. Constats tout simplement parce que depuis quelques années, on a commencé par voir venir vers nous une diaspora désireuse d'entreprendre, soit sur des projets en lien avec l'Afrique ou carrément repartir en Afrique, s'installer. Donc on a commencé par mettre en place des parcours. Je pourrais revenir plus en détail sur les différents parcours qu'on a eu à mettre en place et qui ont permis à la diaspora d'être accompagnée efficacement. Ok, merci Olivier. Donc on va revenir en détail sur Résonance Nord-Sud. Si j'ai bien compris, Résonance Nord-Sud est un incubateur qui fait de l'accompagnement des personnes de la diaspora pour des projets. Et les projets sont en Afrique ou... Alors, on avait au tout début un parcours qui s'appelait Créafrique, qui est toujours d'actualité, mais qui est plus porté par notre antenne de Midi-Pyrénées. Là, Résonance a été, créée suite à un besoin, et comme je le disais tout à l'heure précédemment, suite à un besoin. En fait, nous, aujourd'hui, on s'est positionné sur, les deux territoires. France et Afrique. Alors, je vous donne un exemple tout simple. Un porteur de projet qui crée une boutique, qui souhaite avoir par exemple des fournisseurs en Afrique ou souhaite importer en France des produits tropicaux ou des produits en lien avec l'Afrique, on accompagne ce porteur de projet. Ou tout simplement, si on a un porteur de projet qui souhaite repartir dans son pays d'origine pour entreprendre, on l'accompagne aussi. Donc c'est vraiment le lien entre la France et l'Afrique qu'on fait à travers cet accompagnement-là. Donc okay. Alors voilà. Ok, et est-ce que il n'y a pas de critères de sélection par... Alors, on a deux dispositifs aujourd'hui. Il y a un dispositif qui est porté par notre antenne de Midi-Pyrénées, qu'on appelle maintenant Occitanie, et un dispositif qui est porté par, le siège à Montreuil. Et en fait, le premier dispositif que le SIAD avait mis en place, c'est Créafrique. Créafrique est un dispositif
qui permet d'accompagner, comme on dit, au fil de l'eau, des porteurs de projets. Et ce dispositif permettait d'accompagner tout type de profil. On n'avait pas, je veux dire, des profils types à accompagner. Ça peut être le migrant économique qui souhaite, lui, monter des projets dans sa région d'origine. Ça peut être aussi l'étudiant qui finit ses études, qui souhaite repartir et monter un projet. Ça peut être aussi, je veux dire, le salarié d'une grande entreprise française qui souhaite aussi mettre des projets en place dans son pays d'origine ou des projets en lien avec l'Afrique. Mais on s'est rendu compte au fil du temps que le profil des porteurs de projets ont commencé par évoluer. C'est vrai que la diaspora, on a connu plusieurs vagues d'immigration. On avait, comme on dit, la première génération, composée essentiellement de migrants économiques qui venaient en France travailler ou tout simplement sont venus ou ont été, je vais dire, amenés en France pour travailler dans les usines. Et cette première génération a créé, je vais dire, un lien avec un espace familial en France. Et donc au fur et à mesure, cette première génération a eu des enfants. Et disons, au milieu des années 2000, vers même 2010, à partir de 2010, on a commencé par avoir de nouveaux profils d'entrepreneurs de la diaspora. C'est-à-dire, ces profils, c'était des profils diplômés qui ont une envie d'entreprendre, mais avec justement des exigences beaucoup plus importantes que ceux de la première génération. Et c'est à partir de là qu'on a commencé par réfléchir à un dispositif permettant de mieux accompagner cette cible-là. Donc en fait, on a commencé donc par Créafrique où on permettait à tout profil de venir vers nous pour monter son projet. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi parmi ces porteurs de projets qui venaient nous voir des diplômés sortis d'école qui, eux, avaient une exigence et plutôt cherchaient à être plus dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt une différence de maturité. C'est une différence de maturité, mais aussi, il faut le dire, aussi une autre façon de voir les choses. Alors, je parlais de la première génération qui était beaucoup plus dans des projets sociaux, beaucoup plus dans les projets de développement, et n'avait pas forcément à cœur de mettre en place des projets qu'on appelle d'investissement productif. Oui. Et donc, cette nouvelle génération est venue avec de nouvelles exigences, de nouvelles envies, cette envie de vouloir produire, de créer dans leur pays d'origine, mais tout en étant de véritables entrepreneurs et surtout aussi en attendant un retour sur investissement. Et donc, partant de là, on a commencé par réfléchir à une approche permettant de mieux accompagner cette cible-là. C'est vrai qu'on a eu un positionnement très idéologique. On s'est dit que créer un incubateur, c'est bien, mais qu'il fallait qu'on ait vraiment une approche qui puisse permettre aux porteurs de projets de la diaspora de bien s'identifier à travers les parcours qu'on met en place. Donc nous avons fait un focus sur la diaspora, parce qu'on pouvait bien évidemment proposer un incubateur qui accompagnait que des porteurs de projets qui souhaitent entreprendre en Afrique. Mais on s'est dit non, on va prendre ce parti pris-là en accompagnant que des porteurs de projets de la diaspora. C'est très idéologique. Mais donc de la diaspora, mais pas forcément de l'Afrique. De la diaspora qui veut investir. Alors, merci pour cette précision-là. Oui, en fait, de la diaspora, mais qui veulent entreprendre en Afrique et qui entreprennent sur des projets en lien avec l'Afrique. Donc, c'est diaspora, c'est Afrique. C'est-à-dire, si vous voulez, si je peux bien m'exprimer là-dessus, c'est des porteurs de projets de la diaspora qui souhaitent mettre des projets en lien avec l'Afrique ou des projets en Afrique. En Afrique, ok. Voilà. Okay. Donc, c'est pour ça que je parlais d'un parti pris idéologique qui permettait de faire un focus sur la diaspora. Bien évidemment, après, on est dans un problème de sémantique. Ici, on parle, quand on entreprend en France, on parle de diversité quand il s'agit de la diaspora. Mais quand il s'agit maintenant de faire le lien entre la France et les pays d'origine, on parle de diaspora. Donc, c'est vrai que nous, on a pris ce parti pris-là et en 2015, on s'est dit qu'on allait créer un parcours
qui est un parcours qui puisse répondre aux attentes de cette nouvelle cible qu'on a identifiée. Cette nouvelle cible qui avait besoin de faire des investissements productifs, cette nouvelle cible qui est une cible un peu plus instruite que la première génération, donc sortie d'école avec des bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Donc voilà, donc on a créé ce parcours-là et on a au fil du temps accompagné près de 70 porteurs de projets. Donc c'est une incubation qui dure 6 mois avec plusieurs modules de formation permettant de créer son entreprise et d'avoir aussi tous les outils pour mieux cerner le marché africain. Ok, donc si j'ai bien compris, Résonance Nord-Sud a été créé en 2015 et c'est un incubateur avec des parcours assez définis pour accompagner la diaspora qui veut entreprendre soit en France, mais sur un projet qui est lié à l'Afrique, soit en Afrique directement. Tout à fait. Ok, tout à fait. Pour moi ça semble plutôt clair. Et du coup, comment ça se passe pour postuler chez Résonance Nord-Sud? Alors, on fait, je dis on fait parce que là, on va relancer Résonance 2. Je vais en reparler tout à l'heure rapidement. Il y a une première phase qui a été, je pense, à mon sens, une réussite, qui a été financée par l'Europe. Parce que là, on reviendra aussi sur le financement des incubateurs. Donc, on a fait tous les ans, 2 fois par an, des appels à projets pour permettre à ceux qui avaient des projets en lien avec l'Afrique ou en Afrique de pouvoir postuler. Et une fois que ces appels à projets sont lancés, il y a un jury qui reçoit tous ceux qui ont déposé des tous ceux qui ont déposé des projets pour voir quel est le niveau d'avancement de leur projet, la maturité de leur projet et surtout aussi vérifier si ces projets-là sont en lien avec l'Afrique. Et vous fonctionnez par promotion? On fonctionne par promotion, donc depuis 2015, disons qu'on a, alors je ne vais pas raconter, on a accompagné à peu près une dizaine de promotions. Une dizaine de promotions, en raison de 2 promotions par an. Donc, il y avait 2 promotions. J'ai entendu 70 personnes. 70 personnes, donc à peu près 7 personnes par promotion. Exactement. 7 projets en fait. On était sur une dizaine, voire 12 à peu près porteurs de projets par promotion. C'est vrai qu'on a voulu quand même restreindre le nombre de porteurs de projets pour qu'ils soient bien accompagnés et mieux accompagnés. Parce que plus ça aurait été un peu plus compliqué à les accompagner. Et en termes de modules de formation, qu'est-ce que vous les accompagnez sur quoi concrètement? Alors, on les accompagne sur tous les aspects, de la gestion d'entreprise. Donc, et surtout aussi, le but, c'est de les accompagner à l'idée de projet. Donc, on les aide à structurer leur projet, à le redimensionner. Et ensuite, la finalité, c'est de pouvoir les aider à mettre en place le business plan qui va permettre, à permettre aux porteurs de projet, soit d'avoir accès au financement ou de lancer effectivement son entreprise. Donc c'est tout un parcours, ça passe de la stratégie marketing, ça passe aussi par tout ce qui est communication, ça passe aussi sur des modules très contextualisés, c'est-à-dire qui font appel à l'Afrique, je parle des études de marché, comment les amener à faire une étude de marché efficace en Afrique. Il y a des échanges aussi avec nos partenaires africains qui leur parlent du contexte. Ceux qui sont dans l'import-export, c'est de leur donner justement les outils pour connaître les différents rouages de l'import-export, les différentes règles qui en vigueur entre l'Europe et l'Afrique. Donc voilà, c'est ce genre de module qu'on a mis en place pour mieux les accompagner. Et comme je vous le disais au départ, c'est vraiment un parti pris idéologique, parce qu'on s'est dit que la diaspora, avant tout aussi, est un acteur de développement et qu'il fallait aujourd'hui les mettre au cœur de ce développement. Ok, ça me semble clair. Et parmi les 70 projets que vous accompagnez, qu'est-ce que ça a donné en fait, ces projets-là aujourd'hui? Alors,
il faut dire, puisqu'on a fait une évaluation assez intéressante, alors quelques statistiques, on s'est rendu compte qu'il y avait un pourcentage élevé de femmes parmi les porteurs de projets. De fermeture pardon j'ai pas compris. Parmi les porteurs de projets, il y avait, je vais dire, une majorité de femmes. Ah, de femmes. De femmes qu'on a accompagnées. Et en fait, sur les statistiques, les chiffres ne sont pas assez parlants peut-être, mais on est dans la bonne fourchette, c'est-à-dire il y a à peu près 25% d'entreprises créées. Parce qu'il faut dire qu'on a un public aussi assez diversifié. C'est soit des personnes qui sont à la recherche d'emploi et qui viennent vers nous pour essayer de mettre en place un projet vers l'Afrique, ou tout simplement des personnes sorties d'école qui souhaitent repartir pour créer. Et il y a aussi un autre profil de travailleurs qui souhaitent peut-être prendre une année sabbatique pour aller créer. Donc, différents profils, et à travers ces différents profils-là, on retrouve un pourcentage d'entreprises, du moins un pourcentage de création qui, pour moi, et à mon sens, est quand même assez satisfaisant. Ok, donc, et c'est 6 mois d'incubation à peu près, hein, c'est 6 mois d'incubation. 6 mois d'incubation, bien évidemment, donc accompagnement sur la durée pour permettre de mettre en place un business plan. On essaie de les challenger, on les laisse repartir, si ceux qui peuvent repartir faire l'étude marché terrain, on les laisse repartir faire l'étude de marché terrain, et ils reviennent vers nous, et à partir des informations apportées, on les accompagne pour finaliser le business plan. Et ensuite, on les challenge lors d'un jury qui permet justement de leur dire si le projet a été bien mené, du moins si le parcours a été bien mené, et s'il y a des informations supplémentaires ou des outils supplémentaires à leur apporter pour que la création d'entreprise soit vraiment effective. Ok, donc je vois très bien, je pense voir votre positionnement. Vous prenez des porteurs de projets qui sont à la phase, par exemple, d'idées, et finalement, pendant ces 6 mois d'incubation, la question c'est est-ce que le projet tient la route, ou comment est-ce que vous pouvez exécuter ce projet-là pour par la suite. Donc vous êtes un peu à cette première phase d'idéation et de mise en place en fait de mise en place du projet. Bon, bien évidemment, on a, je n'ai pas les pourcentages en tête, mais on a eu quand même à chaque fois des porteurs de projets qui avaient une idée bien précise de leur projet d'entreprise. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'on ne venait pas, du moins s'il n'y avait pas juste des porteurs de projets qui venaient vers nous parce qu'ils avaient envie, ou ils avaient une idée, juste une idée pour entreprendre. Okay. Je vous parlais au départ des jurys qui se réunissaient, qui permettaient de sélectionner. Bien évidemment, sur ce volet-là, les jurys étaient, du moins les jurys constitués, se chargeait de pouvoir sélectionner des projets qui avaient quand même une certaine maturité dans... et potentiel aussi, j'imagine. Potentiel voilà, exactement, tout à fait. Il y avait plusieurs critères qui permettaient au jury de pouvoir sélectionner des projets qui avaient déjà, pas bien avancé, mais qui avaient déjà, dont les porteurs avaient déjà une idée bien précise de ce qu'ils avaient envie de faire. Ok, non, je comprends très bien. Et ces porteurs de projets-là, tu nous as dit qu'il y a à peu près 25% qui se sont effectivement lancés. Est-ce que vous faites un suivi après ou après? Est-ce que Alors, j'avais dit que j'allais parler de Résonance 2. Je pense que ça nous a manqué. Ça nous a manqué dans la phase 2. Alors, je vais rapidement parler du RIDA, puisque beaucoup de porteurs de projets issus de Résonance font partie des fondateurs du RIDA. Donc ça prouve qu'ils avaient un besoin d'accompagnement après, je veux dire, cette phase d'incubation. Et c'est un constat qu'on a fait. L'évaluation nous a montré qu'il fallait justement mieux accompagner cette cible après l'incubation, parce que le plus souvent, et c'est très culturel chez nous, le plus souvent on avait des porteurs de projets qui étaient tout seuls,
qui venaient, qui n'étaient pas forcément associés, donc il était plus difficile tout seul de pouvoir continuer sa marche vers la création. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'accompagnement après l'incubation. Et donc Résonance 2, qui va commencer en 2021, va apporter une solution beaucoup plus concrète sur ce volet-là. Donc si j'ai bien que tu as parlé du REDA, donc le réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine, qui décidément revient souvent, qui est souvent cité dans ce podcast. Donc ces personnes-là, ils ont rejoint ce réseau-là peut-être. Et ils ont rejoint ce réseau. Il faut dire aussi que beaucoup d'entre eux ont été à l'origine de la création du REDA. Voilà, ça prouve qu'il y avait un véritable besoin, une envie de poursuivre l'aventure après l'incubation, et surtout aussi de créer un espace permettant des échanges, permettant de challenger son projet et permettant aussi de pouvoir s'échanger les informations. Donc Résonance 2 a pris en compte ces besoins-là et je pense qu'on aura sur Résonance 2 cet accompagnement qui permettra de pouvoir accompagner sur la longueur les porteurs de projet. Donc, en fait, si je comprends bien, la Résonance 2 c'est déjà sorti ou vous êtes encore en phase non, alors Résonance 2 c'est déjà pratiquement, je ne vais même pas dire pratiquement, c'est déjà sorti. On est en train d'établir, le programme pour 2021. Alors, sur Résonance 2, on a été rejoint par la Chambre de commerce du 93. Alors, donc, les membres fondateurs de Résonance, il y a l'USIAD, la Cofides, l'établissement Est Ensemble, qui est un établissement qui regroupe plusieurs villes du 93, l'ADI, que vous connaissez aussi bien. Et donc pour Résonance 2 2021-2024, on aura la CCI du 93, donc la Chambre de commerce d'industrie du 93 qui va nous rejoindre pour nous accompagner sur le parcours de formation et pourquoi pas aussi sur la certification. Et il y a le REDA. Il y a le REDA. Le REDA aussi qui va nous rejoindre tout simplement parce qu'on a fait, comme je le disais précédemment, on a fait ce constat qu'il y avait un besoin des porteurs de projets d'être accompagnés après la phase d'incubation. Ok, non, c'est bien. Donc, du coup, vous avez réuni. Voilà, on est en train de travailler vraiment sur un écosystème permettant de pouvoir avoir, ou du moins permettre aux porteurs de projets d'avoir toutes les phases d'accompagnement, c'est-à-dire de l'idée de projet à la mise en place du projet, et ensuite, après, dans la phase où on a besoin de se retrouver entre entrepreneurs pour parler de ces différentes problématiques. Donc voilà, on est en train de créer vraiment un parcours, un écosystème permettant aux porteurs de projets de la diaspora de se sentir... Et ce sera toujours les deux promotions Voilà, toujours les deux promotions. On sera toujours sur... Alors, on va commencer par des séminaires en ligne. Tout simplement parce qu'il y a une problématique et qui est quand même aujourd'hui un des points noirs dans l'accompagnement, et notamment l'accompagnement des diasporas, qui est le financement. On sollicite beaucoup l'Europe. Il faut comprendre aussi que cette problématique, on essaie d'en parler, on essaie de faire un plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour expliquer que la cible qu'on accompagne est une cible assez particulière et qu'il faudrait faire en sorte qu'il y ait une attention plus particulière. Je m'explique. Quand on sollicite des financements, vous avez, c'est souvent très binaire. C'est soit vous faites des projets en France, donc où vous avez plein de mécanismes, plein de subventions éventuellement pour accompagner l'entrepreneuriat en France, ou vous avez des projets en Afrique, et ces projets ne doivent se faire que sur l'Afrique et par des porteurs de projets, ou du moins dont les bénéficiaires sont des porteurs de projets africains. Alors,
la problématique aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on est sur, nous, le nord et le sud. Exactement. Et ce segment n'est pas accompagné. Donc quand on parle de diaspora, je peux vous dire que, je ne vais pas dire que les portes se ferment, mais il n'y a pas beaucoup de portes qui s'ouvrent. Et à travers même ce podcast, on lance un appel à toutes les bonnes volontés, mais surtout au pouvoir public, parce que un incubateur, ça coûte de l'argent. C'est des formations de qualité qu'on apporte. J'expliquais au début que ces formations sont des formations de qualité parce que la cible, les bénéficiaires qu'on accompagne sont de plus en plus exigeants. Donc on est obligé de faire appel à des professionnels pour dispenser ces formations-là. Donc ça a un coût. Et le modèle économique des incubateurs comme le nôtre n'est pas encore complètement mature parce que il faut trouver les financements nécessaires pour faire cet accompagnement. Malgré tout, on continue, on a donc mis un dispositif assez intéressant qui va commencer au mois de janvier et qui va se poursuivre tout au long du premier semestre. Et au second semestre, on aura une phase d'incubation proprement dite. Bien évidemment, en dehors de résonance, en dehors de cette incubation de 6 mois, on a accompagné des programmes, notamment des programmes mais qui sont focus pays. Je parlais précédemment de Dias Invest 237, qui est aussi une illustration de notre savoir-faire en matière d'accompagnement de la diaspora. Donc Dias Invest, c'est un projet qui a duré 3 ans et demi et qui a été financé par l'AFD et qui a pour client le ministère des Affaires extérieures du Cameroun. Et donc ce projet a permis de sélectionner 70 porteurs de projets de la diaspora camerounaise et qui, eux, ont des projets structurants et qui seront accompagnés tout au long de leur phase de mise en place au Cameroun. Ok. Voilà. Et là, tu nous as parlé de, si j'ai bien compris, dans 2021, il y aura 2 phases. La première phase, premier semestre 2021, elle va constituer en quoi cette phase? Alors, elle va constituer simplement à resensibiliser les porteurs de projets sur notre dispositif, mais surtout aussi à faire des séminaires, soit en présentiel ou en ligne, tout dépendra de la situation. Voilà. Et ces séminaires-là seront des séminaires thématiques avec des professionnels du domaine qui permettront déjà de répondre aux premières, problématiques auxquelles sont confrontés les porteurs de projets. Et ensuite, il y aura au second semestre une phase d'incubation proprement dite. Okay. Cette phase d'incubation, ça sera l'incubation qu'on a connue les années précédentes, bien évidemment avec des améliorations, avec plus d'Afrique, puisque ces formations seront vraiment contextualisées et permettront d'avoir un peu plus d'Afrique dans nos différents modules. Parce que ça aussi, ça a été un besoin, ça a été aussi une demande suite à l'évaluation qui a été faite pour la première phase. Ok, je comprends bien. Je comprends bien. Si on revient rapidement, avant de passer si on revient un peu sur la problématique du financement, ce que j'ai compris, c'est que Cofides, que tu présides, propose des comment on appelle ça, des garanties financières. Oui, alors c'est assez intéressant parce que justement la Cofides est venue aussi pour apporter ce chaînon manquant. Parce que c'est bien de monter, c'est bien de faire de l'accompagnement non financier, mais l'accompagnement financier aussi est très important. Donc la Cofides est venue apporter cet élément supplémentaire en permettant de mettre en place des garanties financières. C'est-à-dire les porteurs de projets qui souhaitent monter des projets en Afrique peuvent solliciter la garantie Cofides pour mener à bien leur projet. Le mécanisme est tout simple, on sollicite la garantie Cofides ou Résonance nous sollicite et nous ensuite on
fonction des projets, on accepte les projets à accompagner et ensuite on met en place un partenariat avec une structure financière, soit une banque ou une structure de microfinance en Afrique, pour permettre aux porteurs de projets de la diaspora d'être accompagnés, donc en mettant en place cette garantie financière. Okay. Bien évidemment, les projets on a accompagné certains projets. On est en train de faire évoluer notre modèle économique pour permettre d'avoir des outils un peu plus larges en matière de financement. Notamment, là, on est en train de travailler sur le financement des chaînes de valeur agricoles parce qu'on s'est rendu compte aussi que parmi les projets qu'on nous a présentés, beaucoup de projets sont dans le domaine agricole. Et on est en train de travailler aussi sur d'autres outils que j'appellerais des petits fonds d'investissement pays. Et donc, c'est une première expérience qu'on est en train de faire avec le CONIF, qui est en fait le Conseil des Nigériens de France. Bon, j'en parlerai un peu plus quand ce projet viendra à maturité, mais c'est un projet qui permettra de lever de l'argent, lever l'épargne de la diaspora nigérienne pour accompagner des projets soit portés par des membres de la diaspora ou des projets de développement économique au Niger. Au Nigeria. Niger ou Nigérien? Non, Niger. Niger, pardon. Niger. Ok. Ça veut dire, si j'essaie de bien comprendre, Cofidès, moi je suis entrepreneur, je vais voir directement Cofidès ou est-ce que je vais voir la banque et quand la banque me demande un financement, enfin une garantie, je vais voir Cofidès? Non, alors ça ne se passe pas comme ça. C'est, je vais dire en quelque sorte, un partenariat tripartite qu'on a. Ouais. On a Résonance, qui est un incubateur. Il y avait aussi le SIAD qui était chargé de sourcer aussi des projets. Le SIAD ou Résonance nous sollicite. On regarde la faisabilité du projet et c'est nous qui sollicitons maintenant une banque ou une structure de microfinance pour proposer notre garantie et permettre aux porteurs de projet d'avoir accès au financement. Okay. Donc voilà, c'est-à-dire le porteur de projet ne vient pas individuellement parce que on exige quand même un amont qui ait un accompagnement, qui ait un suivi, puisque au-delà du financement, il faudra aussi qu'il y ait un suivi après le financement. Donc, c'est des organismes qui nous sollicitent, des organismes d'accompagnement ou des structures d'accompagnement qui nous sollicitent. Et ensuite, nous faisons le lien avec nos structures. Dans la première étape, c'est se faire accompagner, soit par le CA de Résonance, qui va contacter ou autre partenaire qui va contacter en fait finalement le Cofidès pour la garantie financière. Il y a un ordre de financement que vous faites Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, je vais dire, un ordre de grandeur, ça dépend. Si c'est de porteur de projet individuel, bien évidemment, on est sur de l'amorçage, plus souvent, on est sur de l'amorçage. Donc, on essaie de limiter l'enveloppe. Je ne pourrais pas vous donner un montant, tout dépend des projets. Mais il n'y a pas de limite, en fait. Il y a quand même une limite. Si, quand même. Sur individuel, sur les groupes, on peut aller sur des garanties de 80 000 €, voire un peu plus. Mais sur les individus, on a quand même une limite. On essaie quand même de limiter parce que le tout, et ça, je vous le dis, le tout n'est pas d'avoir la garantie. Il faut d'abord s'assurer si le projet est viable ou il sera viable. Donc voilà, donc c'est avant tout, on s'assure de ça, mais surtout aussi, on se dit que l'essentiel du financement ne peut pas être de la dette. Donc soit le porteur de projet aussi vient avec des capitaux propres ou peut-être accès à des subventions, mais on fait en sorte que l'amorçage, du moins la dette pour l'amorçage soit le plus limité possible. Et donc, si je comprends bien, on est entre 0 et 100 000 €, quel que soit le projet. Voilà, après, quand c'est les individus, c'est beaucoup exactement, moins. Tout à fait. Je comprends bien. Et du coup, cette garantie-là, est-ce que ce sont des prêts à la personne ou est-ce que c'est des prêts à l'entreprise? Non, alors ce ne sont pas des prêts à la personne, et c'est un peu ce que j'expliquais, c'est-à-dire on fait en sorte que le porteur de projet se formalise. Parce que l'une des
l'une de nos actions, c'est quand même aussi l'impact social. Ouais. C'est-à-dire, pour nous aujourd'hui, l'informel, c'est peut-être aussi une façon de se débrouiller, mais on fait en sorte que le porteur de projet qui vient vers nous se formalise sur la durée. Bien évidemment, ça n'a pas été tout le temps le cas parce qu'on a eu des groupements, des associations ou des coopératives qui se sont créées, mais toujours est-il qu'il y a toujours ce volet formel-là, donc pour leur permettre d'être accompagnés. Et donc on essaie de faire en sorte que cet accompagnement-là soit le plus, le plus impactant possible. Le plus impactant. Ma question sous-jacente en fait, c'est moi je prends un prêt. Est-ce que si la société est en faillite, le prêt va avec la société, ou est-ce que c'est moi qui garantis le remboursement du prêt? C'est un peu la question qui revient souvent sur ces... Oui, je vais vous dire, et là on est en train de dévoiler un tout petit peu notre cuisine interne. Non, bien évidemment, quand il y a des défaillances, si on prend 50% du risque, c'est nous malheureusement qui supportons 50% du risque. Alors je vous donne un exemple très simple, on va parler en CFA. Si un porteur de projet emprunte 1 million de francs CFA, donc sollicite la garantie Cofides, nous on apporte 500 000 francs de garantie. Et lui, et donc la banque supporte 500 000 francs de risque. Et en cas de défaillance, la banque nous demandera de payer sur ces 1 million 500 000 francs et le porteur de projet. C'est vrai que, je vais dire, on peut rentrer très facilement dans un jeu, assez vicieux quand il s'agit de garantie. C'est pour ça qu'on sensibilise avant tout les porteurs de projets. Et pour tout vous dire, on fait en sorte qu'ils soient accompagnés en amont ou plutôt que ce soit des groupes qui soient accompagnés. Parce qu'en matière d'accompagnement de groupe, on est vraiment sur de la solidarité. Donc il faut dire que notre concurrent solidaire qui permet de lever l'épargne est labellisé Finansol, qui est un label reconnu en France et qui permet justement de pouvoir avoir ce volet impactant. Ok, non, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de prêts aujourd'hui qui sont donnés, mais c'est garanti un peu par la personne. Donc, et ce que les gens oublient, c'est que une fois qu'on a pris, c'est comme un crédit immobilier. Il faut le rembourser. Il faut le rembourser quel que soit. Et moi, ce que je comprends quand même de Cofides, vous essayez de faire un tri. Mais après, c'est vous qui portez cette garantie-là. C'est nous qui portons le risque. Et il faut lui dire que plus on aura des défaillances et moins on sera performant à l'avenir. Parce que cet argent, on le collecte ici, au nord, pour permettre de mettre en place des projets au sud. Donc il faut aussi qu'on ait, cette approche responsable permettant à des organismes comme nous, il n'y en a pas beaucoup, et je pense qu'on est, pour tout vous dire, en France, on est le seul qui met en place ce genre de garantie solidaire. Il faut bien le préciser. Il y a d'autres garanties souvent portées par des établissements publics, mais nous, en tant que coopérative, on est pratiquement les seuls à pouvoir le faire en France. Cofides, d'ailleurs, j'imagine, ça signifie quoi? C'est coopérative de financement pour le développement solidaire. Solidaire, voilà. Donc, ça a le nom. Voilà. Donc, alors, pour préciser, on est une SIC, donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Si, disons, on a une enveloppe juridique très particulière, puisqu'on est à la fois coopérative, on est à la fois une SA. Donc voilà, c'est vraiment ce mix-là. Et donc la SIC nous permet justement d'avoir plusieurs leviers de levée de fonds à notre disposition pour collecter l'épargne. Ok. Et ça existe depuis quand, la Cofides? Alors la Cofides a eu 25 ans cette année. Donc c'est une organisation qui est là depuis 25 ans et qui continue par, s'implanter dans l'écosystème financier africain. Comme je vous ai dit, on est en train de passer à une autre phase qui est le financement direct à travers le financement des chaînes de valeur. Et voilà. Ok, très intéressant. Et pour finir, est-ce que tu as un nombre de projets accompagnés à nous dire pour côté Cofides? Alors, côté Cofides, on a accompagné
disons, depuis 25 ans, je ne vous raconterai pas de bêtises, puisque, comme je vous ai dit, on accompagne beaucoup de groupes. On a impacté à peu près 4000 4000 projets. Porteurs de projets. Parce qu'on avait souvent des groupes de 30 ou 40. On a travaillé dans pas mal, donc au Bénin, au Burkina, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Au Burkina, j'avais déjà parlé du Burkina, au Cameroun aussi. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a depuis 25 ans accompagné pas mal de porteurs de projets. Il faut dire qu'on était sur une couche qu'on appelait la couche vulnérable, celle exclue du système bancaire. Et ça a permis à ces personnes-là de pouvoir avoir accès au financement. Au financement, très bien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur Résonance et Cofides avant qu'on ne passe à la dernière partie? Nous, ce qu'on espère, c'est que Résonance puisse être le plus longtemps possible le dispositif d'accompagnement à la diaspora. Bien évidemment, on n'est pas seul, pas seul, mais je veux dire, plus on est nombreux et plus la diaspora soit mieux accompagnée. Donc voilà, nous, ce qu'on espère, c'est sur nos perspectives qu'on puisse aujourd'hui répondre aux besoins de la diaspora en matière entrepreneuriale. Et ce que je peux dire aux membres de la diaspora, c'est qu'on sera toujours là pour les accompagner. De ne pas hésiter à nous solliciter. On a un site en ligne. N'hésitez pas à déposer des messages ou n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir un peu plus d'informations sur notre dispositif. Et concernant la Cofides, je souhaite longue vie à la Cofides pour permettre justement de continuer à accompagner davantage de porteurs de projets en Afrique. Ok, là on va passer à cette dernière partie. Je pense qu'on a pas mal discuté des problématiques liées aux afropreneurs. Toi, l'afropreneuriat, c'est quoi pour toi? L'afropreneuriat, c'est, disons, un nouveau concept qui permet de mieux identifier, je vais dire, l'entrepreneur africain. Et on parlait tout à l'heure de diaspora qui souhaite entreprendre de la France vers l'Afrique. Je pense que ce concept aussi vient en grande partie aussi de là. Et pour moi aujourd'hui, et je salue ton initiative, pour moi les initiatives comme la tienne permettra de pouvoir vraiment avoir un véritable écosystème de l'accompagnement de l'entrepreneuriat diaspora. Donc pour moi aujourd'hui, c'est ça. Bien évidemment, et il n'y aura pas que les membres de la diaspora, il n'y a pas que les membres de la diaspora qui souhaitent entreprendre en Afrique. Je pense aussi tous ceux qui se considèrent être je dis des Africains dans l'âme et par le cœur, sont aussi des afropreneurs. Des afropreneurs. Très bien. Bon, on a pas mal parlé de problématiques et de solutions tout au long de cette interview. Donc moi, je vais te demander de nous, est-ce que tu as des livres à recommander? Alors, les livres, je vais parler plutôt puisque on restera dans l'origine de l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneur, le bon entrepreneur, c'est celui qui a un coup d'avance et c'est celui aussi qui sait aller chercher l'information. Donc les livres que je peux conseiller, c'est L'Art de la guerre, qui est un livre assez percutant. Et je vais demander, et pour le compléter, il faut peut-être lire le livre de François Julien qui est Traité de l'efficacité, qui permet de mieux comprendre Traité de l'efficacité. Le traité de l'efficacité. Et donc voilà, c'est assez intéressant et ça permet, puisqu'on parle d'Asie comme étant le continent qui a su ces dernières années vraiment se développer, ça permet d'avoir deux approches du développement. L'approche, je vais dire, pratiquement latine et l'approche asiatique du développement. Ok, voilà. Très bien. Pour finir, je vais te demander de mettre en avant une initiative, n'importe laquelle, en dehors forcément des initiatives que tu portes. Quelle initiative tu as envie de mettre en avant?
L'initiative finalement d'un entrepreneur que tu connais. Initiative d'un entrepreneur. Alors, c'est vrai que je ne parlerai peut-être pas d'une initiative d'un entrepreneur. Ou d'une association éventuellement. D'une association. Alors, là, tu me poses une colle, Blériot. Moi, j'avais plus pensé à un entrepreneur qui m'a inspiré et qui, pour moi, peut être un rôle modèle. On n'en parle pas beaucoup, c'est Gervais Jondo. Gervais Jondo, qui est un des fondateurs d'EcoBank. Et qui est aussi le fondateur d'une compagnie régionale qui marche très bien, qui est Sky. Je voulais en parler parce que c'est vraiment, je veux dire, le type, on parle souvent des Dangote, mais je pense que c'est le type d'entrepreneur dont a besoin aujourd'hui l'Afrique. Des entrepreneurs avec une certaine vision et qui peuvent permettre de voir un peu plus loin que nos propres ambitions. Merci, Gervais Jondo. Gervais Jondo. Gervais Jondo, fondateur d'EcoBank et de Sky, la compagnie aérienne. Voilà. Je trouve que c'est très intéressant justement de mettre en avant aussi ce type de personnes qui devraient être le mentor de plusieurs d'entre nous. Un véritable, on parle souvent de rôle modèle, je pense que c'est un très très bon rôle modèle. Ok, je te remercie Olivier d'avoir répondu présent 2 fois pour ce podcast. On a mis en avant le CIAD, Résonance Nord-Sud, la Cofidès également, que vous retrouvez sur leur site internet et les différents réseaux sociaux. Merci Blériot pour cette invitation et merci aussi pour toutes tes initiatives. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avoir un écosystème fort. C'est bien l'objectif du village de l'entrepreneuriat et je vous dis à bientôt au podcast du village de l'entrepreneuriat. Merci. Au revoir.